Par un matin ensoleillé de printemps, Charlotte Dubois, une dame aux cheveux argentés et au regard paisible, se frayait un chemin à travers les pièces de sa modeste demeure en ville, rassemblant les affaires nécessaires pour son séjour à la maison de campagne. Avec une précision méticuleuse, elle choisissait un ensemble de vêtements confortables, les médicaments indispensables pour ses douleurs chroniques, et, bien sûr, des paquets de graines de ses fleurs préférées. Ces dernières étaient destinées au parterre de fleurs qu'elle considérait, avec fierté, comme sa plus grande réussite à la campagne. Tout en préparant ses affaires, son regard se perdait parfois sur une photographie posée sur l'étagère du salon. C'était une image jaunie par le temps, montrant un jeune soldat au sourire facile et aux yeux emplis d'espoir. Stéphane, son unique fils, dont l'absence était une ombre constante dans son cœur. La maison de campagne était devenue son refuge après la perte tragique de celui-ci dans un accident de voiture, 5 ans auparavant. Là, au milieu des fleurs et de la tranquillité de la campagne, elle trouvait un réconfort, une connexion silencieuse avec la mémoire de Stéphane. Gaston, son chat siamois aux yeux bleus comme des saphirs, observait attentivement chacun de ses mouvements, comme s'il comprenait l'importance de ce voyage pour sa maîtresse. « Allons-y, Gaston. Ça nous fera du bien, à tous les deux, murmurait Charlotte en ajustant le transporteur du chat à côté de sa valise. Gaston, avec un miaulement doux, semblait être d'accord. Une fois les préparatifs terminés, Charlotte fermait la porte de sa maison, inspirant profondément l'air frais du matin. Le chemin jusqu'à la maison de campagne lui était familier, mais évoquait toujours un mélange d'émotions. 1 ou 2 semaines, pensait-elle, suffiront pour que les fleurs commencent à éclore et pour que je recharge mes batteries. Sa voix intérieure portait un optimisme prudent, tempéré par la sagesse de ceux qui ont assez vécu pour savoir que la paix est un trésor éphémère. Sur le chemin de la gare routière, Charlotte se permettait de rêver aux jours à venir. Elle imaginait les heures tranquilles dans le jardin, le chant des oiseaux à l'aube, et le doux parfum des fleurs qui bientôt empliraient l'air. C'était une simple promesse de renouveau, tant pour elle que pour le petit paradis qu'elle cultivait loin de l'agitation de la ville. Lorsqu'elle montait dans le bus, installant Gaston à ses pieds, Charlotte choisissait un siège près de la fenêtre, désireuse d'absorber chaque détail du paysage qui se transformait à mesure qu'il s'éloignait de la ville. À bientôt, chuchotait-elle, plus pour elle-même que pour quiconque, alors que le bus entamait son voyage vers la maison de campagne, à la rencontre de la paix qu'elle désirait tant. À mesure que le bus se rapprochait de sa destination finale, Charlotte Dubois sentait monter en elle un mélange d'excitation et de sérénité, anticipant les retrouvailles avec sa maison de campagne, un lieu qui lui offrait non seulement un refuge, mais aussi une connexion profonde avec les souvenirs de son fils bien-aimé, Stéphane. Gaston, sentant le changement d'ambiance, miaulait doucement, partageant à sa manière l'attente de sa maîtresse. En descendant du bus, Charlotte traînait sa valise d'une main et portait Gaston de l'autre, impatiente de respirer l'air pur de la campagne et de se plonger dans la quiétude qu'elle chérissait tant. Cependant, à mesure qu'elle approchait de sa propriété, un aperçu de ce qui l'attendait commençait à défaire l'image idyllique qu'elle s'était peinte dans son esprit. Ce qui se révéla devant ses yeux était une scène de chaos. La pelouse, autrefois soigneusement entretenue et fierté de Charlotte, était maintenant défigurée par un tapis de déchets. Des bouteilles vides, des canettes de bière, des emballages de fast-food et une multitude d'autres débris maculaient le paysage verdoyant, le rendant presque méconnaissable. Le cœur de Charlotte s'enfonça. Comment cela a-t-il pu arriver, murmura-t-elle pour elle-même, mêlant incrédulité et tristesse dans sa voix. Alors qu'elle inspectait les dégâts, ses pensées se tournèrent immédiatement vers les nouveaux voisins. Elle se souvenait vaguement avoir entendu des rumeurs à propos d'un groupe de jeunes ayant emménagé dans la maison voisine. Jusqu'à présent, Charlotte avait peu prêté attention à ces histoires, préférant rester à l'écart des trivialités et des conflits du quartier. Mais maintenant, elle ne pouvait ignorer la possibilité que ces mêmes jeunes soient responsables du désordre dans son paradis. Les bruits de musique forte et de rire, qui s'échappaient à travers les arbres séparant les 2 propriétés, confirmaient ses soupçons. Une fête battait son plein, sans signe de fin prochaine. Charlotte ressentit une vague de frustration. Elle espérait la paix et l'isolement, pas d'être involontairement entraînée dans une célébration bruyante et perturbatrice. Avec un soupir lourd, Charlotte décida de ne pas confronter les voisins immédiatement. Peut-être que ce n'est qu'un incident isolé, essaya-t-elle de se consoler, bien que le tas de déchets devant elle suggérait le contraire. Gaston, maintenant sorti de sa cage de transport, regardait la scène avec désapprobation apparente avant de se réfugier aux côtés de Charlotte, cherchant du réconfort. À ce moment-là, Charlotte savait que le séjour qu'elle avait prévu, rempli de tranquillité et de renouveau, était menacé. Mais déterminée à ne pas laisser la situation la vaincre, elle décida de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler,
commencer le travail de nettoyage et essayer de restaurer la beauté de son refuge bien-aimé, même face au désordre qui l'entourait. C'était une tâche ardue, mais Charlotte était résolue à y faire face, armée de la résilience que la vie lui avait demandée jusqu'à présent. Après une nuit agitée, perturbée par les échos de la fête incessante à côté, Charlotte Dubois se réveilla déterminée à trouver une solution pacifique au conflit qui menaçait la tranquillité de son refuge. Gaston, son fidèle compagnon, la suivit de près, ses pas silencieux contrastant avec la ferme résolution de Charlotte. Armée de rien d'autre que de sa dignité et d'un mince espoir de compréhension, elle se dirigea vers la propriété voisine, où la musique jouait encore, bien que moins intensément que la nuit précédente. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la pelouse, maintenant marquée par les vestiges de la fête qui s'était prolongée jusqu'au lever du jour. En s'approchant, Charlotte put voir un groupe de jeunes dispersés dans le jardin, certains tenant encore des verres, témoignant de la poursuite de la célébration. Inspirant profondément pour rassembler son courage, elle appela d'une voix ferme mais polie, essayant de capter l'attention de quelqu'un qui pourrait représenter le groupe. C'est alors que Véronique Simon, une jeune femme à l'apparence distinctive et à la posture confiante, se détacha de la foule, s'approchant avec un regard mêlant curiosité et dédain. « Puis-je vous aider ?» demanda Véronique, d'un ton qui suggérait peu d'intérêt à offrir réellement quelque forme d'assistance. Charlotte, gardant son calme, expliqua le but de sa visite. « Bonjour, je suis Charlotte Dubois, votre voisine. J'apprécierais vraiment si vous pouviez baisser la musique. Votre fête a été assez perturbante, et j'espérais un peu de paix et de tranquillité dans ma maison de campagne. » La réponse de Véronique fut aussi froide que son sourire. « Écoutez, c'est notre maison, et nous avons tout à fait le droit de célébrer comme bon nous semble. Si cela ne vous convient pas, peut-être devriez-vous envisager de rester chez vous, fenêtre fermée. » L'hostilité sous-jacente dans les mots de Véronique surprit Charlotte, mais elle resta déterminée. « Je comprends votre point de vue, mais vivre en communauté demande de prendre en considération les autres. Tout ce que je demande, c'est un peu de respect pour le bien-être d'autrui. » Pour un instant, il sembla que Véronique allait considérer la demande de Charlotte, mais ensuite, avec un haussement d'épaules méprisant, elle tourna le dos, mettant fin à la conversation avec une finalité qui ne laissait place à aucune concession. Désolée mais pas vaincue, Charlotte retourna chez elle, l'esprit agité par des pensées sur la manière de résoudre cette situation sans escalader le conflit. Gaston l'accueillit avec un miaulement doux, comme s'il tentait de lui offrir du réconfort face à l'hostilité rencontrée. Le premier affrontement avec Véronique Simon avait clairement montré que la quête de Charlotte pour la paix et la tranquillité ne serait pas aussi simple qu'elle l'avait espéré. Néanmoins, elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement abandonner. Une solution devait être trouvée, mais l'approche directe, elle le comprenait maintenant, n'était peut-être pas la meilleure stratégie. La détermination de Charlotte à chercher une résolution juste pour tous ne fit que se renforcer après la rencontre, préparant le terrain pour les défis à venir. Après l'infructueuse confrontation avec Véronique Simon, Charlotte Dubois se trouva à un carrefour. Le bruit incessant émanant de la propriété voisine était devenu insupportable, perturbant non seulement son précieux calme, mais aussi affectant le bien-être de Gaston, qui, gêné par le bruit, cherchait refuge dans les coins les plus tranquilles de la maison. Avec réticence dans son cœur mais se sentant sans autre choix, Charlotte décida que son unique option restante était de faire appel à l'autorité locale dans l'espoir de trouver une résolution au conflit. Soulevant le combiné du téléphone avec des mains tremblantes, elle composa le numéro de la police locale, relatant la situation avec une voix qui, bien que ferme, ne pouvait pas complètement cacher sa frustration et son désespoir. « Oui, je souhaite déposer une plainte concernant le bruit excessif provenant de la propriété voisine. Cela a été constant, et mes demandes de baisser le volume ont été totalement ignorées, » expliqua Charlotte, espérant que sa préoccupation serait prise au sérieux. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une voiture de police arrive à sa porte, un signe d'espoir pour Charlotte, qui aspirait à un certain soulagement. Cependant, la situation prit une tournure inattendue et décourageante lorsque les officiers revinrent à sa porte après avoir visité la maison de Véronique. Avec des expressions indéchiffrables et un ton cherchant à rester neutre, l'un des officiers commença à expliquer la situation. « Madame Dubois, nous avons parlé avec vos voisins, qui nous ont assuré qu'ils célébraient juste un anniversaire et que le volume de la musique avait déjà été réduit. Ils ont également mentionné avoir tenté de discuter de la situation avec vous de manière amicale. » Charlotte, sidérée par la distorsion des faits présentés par les officiers, tenta de se défendre, sa voix tremblante d'indignation. « Mais ce n'est pas vrai. J'ai bien essayé de leur parler, mais j'ai été accueillie avec hostilité. Et la musique n'a pas baissé d'un cran. » Le regard échangé entre les officiers présageait du défi que Charlotte allait devoir relever.
Nous comprenons votre souci, madame, mais nous devons aussi prendre en compte leur version des faits. Si le problème persiste, vous pouvez nous rappeler, mais nous espérons que les deux parties pourront trouver un terrain d'entente sans nécessiter d'autres interventions de notre part. Avec le départ des officiers, Charlotte fut confrontée à la dure réalité que sa parole avait été mise en doute face à celle de ses jeunes voisins, qui semblaient posséder un pouvoir de persuasion remarquable, ou peut-être, une influence cachée les avantageant dans ce conflit. La sensation d'injustice était palpable, l'étouffant avec la compréhension amère que son combat pour préserver la paix chez elle serait plus difficile qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Se retournant vers l'intérieur de sa maison, Charlotte savait que la bataille de ce jour n'était que le début d'une guerre plus grande pour la sérénité de son havre de paix. La détermination de trouver une solution juste et pacifique se ralluma en elle, renforçant sa résolution de ne pas laisser sa voix être réduite au silence par la manipulation ou l'influence d'autrui. C'était un combat non seulement pour son droit au silence mais aussi pour le respect et la dignité qu'elle méritait. Dans les jours qui suivirent la première tentative infructueuse d'intervention policière, la maison de campagne de Charlotte Dubois, qui devait être son sanctuaire de paix et de récupération, se transforma en scène d'une lutte silencieuse, mais intense, contre le bruit incessant et les perturbations venant de la propriété voisine. Chaque jour apportait l'espoir que la nuit précédente aurait été la dernière de ces fêtes bruyantes, mais, invariablement, cet espoir était brisé par le redémarrage de la musique forte et des rires perçants dès le coucher du soleil. Charlotte tentait de se réfugier dans ses activités quotidiennes, se concentrant sur son jardin et sur Gaston, cherchant dans la terre et dans la compagnie silencieuse du chat un certain réconfort face à la frustration et à la fatigue accumulée. Cependant, la perturbation nocturne devenait de plus en plus difficile à ignorer, érodant non seulement son bien-être physique, mais aussi émotionnel, ravivant le douloureux manque de Stéphane, dont la présence semblait si lointaine dans ces moments de tumulte. Poussée par un mélange de désespoir et de détermination, Charlotte savait qu'elle ne pouvait pas simplement se résigner à cette situation. Elle se souvenait des mots des officiers, lui disant de rappeler si le problème persistait, et bien qu'elle hésitât à potentiellement faire face à la même incrédulité et inaction, la gravité de sa souffrance ne lui laissait pas d'autre choix. Ainsi, lors d'une nuit particulièrement bruyante, avec la musique résonnant presque tangiblement à travers les murs de sa maison, Charlotte prit le téléphone d'une main tremblante, non plus de nervosité, mais d'indignation. En composant le numéro de la police, elle se sentit comme si elle franchissait un seuil, consciente que cet acte pourrait entraîner des conséquences indésirables, mais aussi consciente que sa quête de justice et de respect ne pouvait pas s'arrêter là. La réponse de la police, une fois de plus, fut empreinte de cette même formalité distante que lors de leur première intervention. Les agents se présentèrent, écoutèrent ses plaintes avec une patience qui semblait tout sauf naturelle, et se dirigèrent de nouveau vers la demeure de Véronique Simon. Charlotte, le cœur serré d'anxiété, observait depuis sa fenêtre, espérant contre toute attente que cette fois-ci, leur intervention apporterait un semblant de soulagement. Cependant, à leur retour, l'expression sur leur visage présageait d'une complication supplémentaire. Ils informèrent Charlotte que, en l'absence de preuves tangibles de nuisance et compte tenu des dires des voisins, qui se défendaient en arguant d'une célébration légitime sur leur propriété, il y avait peu qu'ils puissent entreprendre. Cette réponse, empreinte d'injustice, et le sentiment d'impuissance face à un système qui semblait faillir à protéger son droit à la paix, ravivèrent chez Charlotte une ardeur de résistance. Bien que ce round se soit conclu sans victoire évidente, elle savait que la guerre pour sa tranquillité était loin d'être terminée. Avec chaque jour de perturbation, sa détermination ne faisait que se renforcer, alimentée par la conviction que le droit au silence, à la paix et au respect n'étaient pas des caprices, mais des besoins fondamentaux. Ainsi, Charlotte se préparait à poursuivre son combat, armée d'une résilience forgée dans la douleur et la perte, mais jamais soumise. Après sa seconde tentative de solliciter l'aide de la police, la situation de Charlotte Dubois prit un tournant inattendu et plutôt sombre. Un matin, quelques jours après le dernier incident, elle fut surprise par des coups fermes à sa porte. De l'autre côté se tenait un policier, affichant un mélange de formalité et une lueur de malaise. Il lui remit un document qui, à son grand étonnement, était une convocation à se présenter au commissariat local. Le choc initial laissa place à un mélange d'anxiété et d'indignation. L'idée qu'elle, la victime de nuisances et de manque de respect, puisse être traitée comme la perturbatrice, lui semblait un non-sens difficile à digérer. Reconnaissant néanmoins la gravité de la situation, Charlotte savait qu'elle n'avait d'autre choix que de se plier à cette convocation. Le jour venu, le cœur lourd et l'esprit tourmenté par l'inquiétude, elle se rendit au commissariat. Gaston, sentant la tension, miaula d'une manière agitée en la voyant partir, comme s'il pressentait les épreuves que sa maîtresse allait devoir affronter. Arrivée au commissariat, Charlotte fut accueillie par une froideur et une méfiance qui ne firent qu'accroître son sentiment d'isolement.
Conduite dans une salle pour son audition, elle ne put s'empêcher de remarquer les regards échangés entre les officiers, les chuchotements qui cessaient à son passage, laissant présager une condamnation préalable de sa conduite sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Assise face à un officier qui la regardait avec un mélange d'impatience et de scepticisme, Charlotte tenta d'expliquer la situation, détaillant les nuits sans fin de bruit et l'apparente impunité avec laquelle ses voisins agissaient. Ses paroles, cependant, semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. L'officier, l'interrompant d'un geste de la main, remit en question la véracité de ses affirmations, insinuant que la nuisance pourrait être davantage une question de perception personnelle qu'un fait avéré. « Madame Dubois, nous devons envisager toutes les possibilités. Il est important de comprendre qu'avec l'âge, notre tolérance au bruit peut diminuer, et ce qui vous semble excessif peut ne pas l'être pour d'autres, dit-il, d'une voix qui se voulait conciliante, mais qui portait en elle un sous-texte de doute et de condescendance. L'humiliation d'avoir ses préoccupations légitimes balayées comme de simples jérémiades d'une vieille sénile fut un coup dur pour Charlotte. Elle lutta contre les larmes de frustration et de colère, se sentant lésée par un système censé la protéger, mais qui, au lieu de cela, semblait remettre en question sa santé mentale et son intégrité. Après l'interrogatoire, Charlotte fut libérée, mais le sentiment d'impuissance et d'isolement demeura, l'accompagnant sur le chemin du retour à la maison. Réaliser que ses tentatives de chercher justice n'avaient, jusqu'à présent, servi qu'à la peindre comme fauteuse de troubles, était une pilule amère à avaler. Toutefois, malgré le découragement, une étincelle de détermination continuait de brûler en elle. Charlotte savait que la vérité était de son côté et qu'elle ne pouvait abandonner la lutte pour sa paix et sa dignité, peu importe combien le chemin à venir semblait difficile. Charlotte, encore ébranlée par l'accusation à peine voilée que ses plaintes n'étaient que les divagations d'une dame d'un certain âge, à peine eut-elle le temps de traiter les événements récents qu'un incident inattendu au poste de police ouvrit un nouveau chapitre dans sa quête de justice. Alors qu'elle se levait pour partir, tentant encore de maintenir sa dignité face au traitement reçu, le sac de Charlotte glissa de son épaule, tombant au sol avec un bruit sourd. Le fermoir s'ouvrit sous l'impact, éparpillant son contenu sur le sol. Parmi les objets dispersés, une petite photo encadrée de Stéphane attira l'attention. C'était l'une des rares reliques tangibles que Charlotte portait de son fils, une image de lui en uniforme militaire, avec un sourire timide qui masquait à peine la bravoure et la fierté qu'il ressentait de servir son pays. Rapidement, essayant de contenir son embarras, Charlotte se baissa pour ramasser ses affaires. C'est alors que l'officier Robert Martin, qui était entré dans la salle à ce moment pour remettre un document à l'interrogateur, remarqua la photographie. Quelque chose dans ce visage jeune et souriant le fit s'arrêter en plein geste. « Stéphane Dubois ?» demanda-t-il, la voix soudain tendue d'une émotion inattendue. Charlotte, surprise d'entendre le nom de son fils prononcé avec une telle reconnaissance, leva les yeux, croisant le regard de Martin. « Oui, répondit-elle, hésitante. C'était mon fils. Comment le connaissez-vous » Il y eut un silence lourd de sens avant que Martin ne réponde, son expression mélangeant surprise et une sorte de tristesse respectueuse. « Je l'ai connu, il y a de nombreuses années. Nous avons servi ensemble à l'étranger. » L'atmosphère dans la salle sembla s'alourdir avec cette révélation, et pour un instant, le monde extérieur et les raisons qui avaient amené Charlotte à ce poste de police semblaient lointains. Voilà quelqu'un qui non seulement connaissait son fils, mais qui avait partagé avec lui des expériences qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Robert aida Charlotte à ramasser le reste de ses affaires, lui offrant une chaise pour qu'elle s'assoie pendant qu'il prenait la photo de Stéphane, l'examinant avec un mélange de respect et de mélancolie. « Votre fils était un homme bon, courageux. Il parlait beaucoup de vous, vous savez ? Il disait que sa mère était la personne la plus forte qu'il connaissait, partagea Martin, la voix chargée d'émotion. » Les mots de Martin furent un baume pour l'âme blessée de Charlotte. Entendre que son fils l'avait considéré comme une source de force, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, lui donna une nouvelle perspective sur la bataille qu'elle menait. Peut-être, pensa-t-elle, cette connexion inattendue avec quelqu'un qui avait connu et respecté Stéphane pourrait être la clé pour inverser la tendance en sa faveur. L'incident au commissariat, bien que petit et personnel, a rallumé la flamme de détermination en Charlotte. Armée maintenant non seulement de sa propre conviction, mais aussi du souvenir du courage de son fils, elle se sentait revigorée pour poursuivre son combat, sachant que d'une manière ou d'une autre, Stéphane était encore à ses côtés, la guidant à travers la tempête. Après l'incident au commissariat qui a mis en lumière la photo de Stéphane, Charlotte Dubois s'est retrouvée face à un revirement inattendu dans sa lutte solitaire. L'officier Robert Martin, dont l'intérêt avait été éveillé par la photographie, a demandé un moment pour parler à Charlotte dans un cadre plus privé, loin des regards curieux et des murmures des autres officiers.
Dans un petit bureau, à l'écart de l'agitation du commissariat, Robert a commencé à partager son histoire avec Charlotte, révélant un lien surprenant et émotionnellement chargé avec son fils décédé. « J'ai rencontré Stéphane en Irak, dit-il, sa voix chargée de respect et teintée de tristesse. Nous avons servi ensemble. Il était plus qu'un simple camarade de combat, c'était un ami. » Charlotte, absorbant encore la surprise de cette révélation, ressentait un mélange d'émotions. La douleur de la perte de Stéphane, toujours présente, se mêlait à une touche de réconfort en sachant que quelqu'un là-bas le connaissait également et appréciait la personne qu'il avait été. Stéphane parlait toujours beaucoup de justice, de faire ce qui est juste, continua Robert, et c'est ce que je veux faire maintenant. Vous aider. La promesse de Robert n'était pas seulement une offre de soutien moral, c'était un engagement à agir. Il a expliqué à Charlotte qu'il utiliserait sa position et ses connaissances au sein de la police pour enquêter plus en profondeur sur les actions des voisins de Charlotte et garantir que les lois sur le tapage nocturne soient appliquées équitablement. Ce n'est pas seulement une question de bruit, dit-il, c'est aussi une question de respect des droits et du bien-être des autres. Et je sais que Stéphane serait d'accord avec ça. Pour Charlotte, les paroles de Robert ont apporté un nouveau souffle d'espoir. Après des jours à se sentir impuissante et déconsidérée, il semblait enfin y avoir une lumière au bout du tunnel. De plus, la connexion inattendue de Robert avec Stéphane a créé un lien de confiance et de compréhension mutuelle entre eux. Elle savait que la lutte n'était pas encore terminée, mais maintenant, pour la première fois depuis le début des festivités, elle ne se sentait plus seule. Avant de quitter le commissariat, Robert a assuré à Charlotte qu'il commencerait à travailler sur le dossier immédiatement. « Nous allons tout faire dans le respect de la loi », a-t-il affirmé, mais je veillerai à ce que la justice soit rendue. En rentrant chez elle, Charlotte se sentait différente. Le sentiment d'impuissance avait diminué, remplacé par une détermination renouvelée. L'alliance formée avec Robert avait non seulement renforcé sa résilience, mais avait également ravivé sa foi en la possibilité de changement. Bien que la nostalgie de Stéphane pèse sur son cœur, il y a maintenant un sentiment de gratitude pour le fait que sa mémoire ait été la clé pour ouvrir de nouvelles portes dans la quête de justice. Portée par la nouvelle alliance avec l'officier Robert Martin et la promesse de justice en mémoire de son fils Stéphane, Charlotte Dubois se sentait revigorée et prête à agir. Dans les jours suivant sa conversation au commissariat, elle et Robert ont méticuleusement élaboré un plan qui prouverait non seulement la perturbation causée par les voisins, mais qui restaurerait également la paix et l'ordre que Charlotte appréciait tant dans sa vie. Robert, en utilisant son expérience et les ressources disponibles au sein de la police, a suggéré de commencer par une approche discrète mais efficace, l'installation de caméras de sécurité aux limites de la propriété de Charlotte, orientées vers l'endroit où les fêtes se déroulaient. Ces caméras captureraient des preuves concrètes du niveau de bruit et du désordre causé par les voisins, servant de preuve incontestable dans toute procédure judiciaire future. En plus de la surveillance électronique, Robert a proposé de documenter toutes les interactions et tentatives de communication avec les voisins, créant ainsi un registre détaillé qui pourrait être utilisé pour renforcer le cas de Charlotte. Il a souligné l'importance de tout faire dans les limites de la loi, garantissant que la contre-attaque soit juste et basée sur des faits irréfutables. Charlotte, de son côté, s'est engagée à tenir un journal détaillé, notant les dates, les heures et la nature de chaque perturbation. Ce journal personnel, combiné aux enregistrements des caméras, formerait la base de sa revendication pour la justice. Pour s'assurer que le plan soit exécuté sans faille, Robert s'est également proposé de parler à d'autres voisins qui pourraient rencontrer des problèmes similaires avec les fêtes bruyantes. L'idée était de former un front uni, montrant que le problème n'était pas seulement une question isolée pour Charlotte, mais une préoccupation communautaire nécessitant une attention. La semaine suivante, après la mise en place de ce plan, les caméras discrètement installées ont commencé à capturer les preuves nécessaires. Les images montraient clairement l'étendue du désordre, avec des groupes de jeunes se comportant de manière irresponsable, de la musique forte résonnant dans la nuit et même des incidents de vandalisme. Avec un dossier de preuves en main, Charlotte et Robert se sentaient prêts pour la prochaine étape. La contre-attaque, méticuleusement planifiée et exécutée avec précision, était prête à être portée devant la justice, non seulement pour innocenter Charlotte, mais aussi pour envoyer un message clair sur le respect et la décence communautaire. Alors qu'il préparait les documents à présenter aux autorités compétentes, Charlotte ne pouvait s'empêcher de ressentir un soupçon d'espoir. La possibilité de retrouver sa vie tranquille, débarrassée des perturbations constantes, semblait enfin à portée de main. Grâce à l'intervention de Robert et aux souvenirs de Stéphane, qui l'avait indirectement guidé jusqu'ici, Charlotte envisageait un avenir où la justice prévaudrait, restaurant la paix non seulement chez elle, mais dans toute la communauté.
Avec les preuves soigneusement collectées et organisées, Charlotte Dubois et l'officier Robert Martin étaient prêts à lancer l'ultime offensive contre les troubles causés par Véronique Simon et son groupe d'amis. L'opération, soigneusement planifiée, n'avait pas seulement pour but d'exposer les actions irrespectueuses des voisins, mais aussi d'apporter un revirement dramatique qui restaurerait la paix dans la communauté. Un vendredi matin, avec le dossier de preuve en main, Charlotte et Robert se sont rendus au commissariat pour présenter l'affaire au chef de la police. Les enregistrements des caméras de sécurité, accompagnés du journal détaillé de Charlotte et des témoignages d'autres voisins incommodés, dressaient un tableau indéniable du désordre et du manque de respect envers les normes de vie communautaire. Le chef de la police, après avoir examiné les preuves, n'a pas eu d'autre choix que d'agir. Une opération a été mise en place pour aborder non seulement les questions de perturbation de la paix, mais aussi pour enquêter sur d'éventuelles violations plus graves, telles que des dommages à la propriété et des troubles publics, suggérés par les enregistrements. L'action policière a été rapide et efficace. Le week-end suivant, lorsque Véronique et ses amis ont lancé une de leurs fêtes habituelles, ils ont trouvé pour la première fois une résistance organisée. La police est arrivée sur les lieux non seulement pour demander de baisser la musique, mais aussi pour confronter les jeunes avec les preuves de leurs comportements antisociaux. Véronique, surprise et indignée par la présence policière, a tenté d'argumenter, mais les preuves étaient irréfutables. La communauté, jusqu'alors divisée entre ceux qui souffraient en silence et ceux qui ignoraient la situation, a commencé à prendre conscience de l'ampleur du problème. Les actions de Véronique et de son groupe, désormais clairement documentées et contestées, sont devenues le centre d'un débat communautaire sur le respect, la responsabilité et l'importance de la coexistence pacifique. Le retournement de situation a été spectaculaire. En plus des conséquences légales auxquelles Véronique et ses amis ont été confrontés, il y a eu un réveil dans la communauté. Les résidents qui hésitaient auparavant à exprimer leur mécontentement ont commencé à se manifester, soutenus par la preuve que leurs plaintes seraient prises au sérieux. Des réunions communautaires ont été organisées pour discuter des moyens d'améliorer la vie ensemble dans le quartier, avec la participation active de la police pour garantir que les lois et règlements locaux soient respectés. Pour Charlotte, le résultat a été plus que la restauration de l'ordre dans son quartier. C'était une validation de sa persévérance et de sa conviction que la justice, bien qu'elle puisse parfois tarder, est réalisable. Elle a ressenti un mélange de soulagement et de rédemption, sachant que la mémoire de Stéphane, le lien inattendu qui a amené Robert Martin à ses côtés, avait été honoré non seulement par la résolution du conflit, mais aussi par le renforcement de la communauté dans son ensemble. La bataille finale, bien qu'elle ait commencé comme une lutte contre les perturbations causées par un groupe de jeunes inconscients, s'est transformée en une leçon sur l'importance de l'unité et de l'action collective face à l'adversité. Pour Charlotte, le silence qui est finalement revenu dans sa maison de campagne était un doux rappel que même dans les circonstances les plus difficiles, l'espoir et la détermination peuvent apporter des changements significatifs. Après l'intervention décisive et le retournement subséquent de la communauté, Véronique Simon et son cercle d'amis se sont retrouvés confrontés à une réalité à laquelle ils ne pouvaient plus échapper. Les conséquences de leurs actions, précédemment ignorées ou minimisées par eux, se sont maintenant imposées avec toute la force de la loi. Les preuves recueillies par Charlotte Dubois, avec le soutien inestimable de l'officier Robert Martin, ont clairement montré aux autorités l'étendue des troubles causés par les fêtes incessantes. Les sanctions imposées à Véronique et à ses amis allaient de lourdes amendes à l'obligation de participer à des programmes communautaires visant à sensibiliser à l'impact de leurs actions sur le bien-être des voisins. La justice, bien qu'elle ne cherche pas la vengeance, exigeait des responsabilités et leur offrait une opportunité de réflexion et de changement. Cependant, l'un des moments de rédemption les plus significatifs est venu avec la reconnaissance des erreurs commises non seulement par Véronique et son groupe, mais aussi par les autorités elles-mêmes qui avaient initialement douté de Charlotte. Lors d'une réunion communautaire organisée pour discuter des événements récents et des voies de réconciliation, certains des officiers qui avaient interagi avec Charlotte au début du conflit se sont approchés d'elle. Avec humilité, ils exprimèrent leurs excuses pour ne pas avoir pris au sérieux dès le début les préoccupations de Charlotte. Ils reconnurent que les préjugés, même inconscients, à l'égard d'une femme vivant seule, avaient influencé leur jugement. Cette confession non seulement valida la lutte de Charlotte, mais marqua également une étape importante vers l'amélioration des relations entre la police et la communauté qu'ils servaient. La réponse de la communauté à la situation fut l'un des aspects les plus touchants pour Charlotte. De nombreux voisins, y compris certains qui étaient restés en retrait, se manifestèrent maintenant pour exprimer leur soutien. Ils partagèrent leurs propres histoires de nuit blanche et la frustration de se sentir impuissants. L'adversité avait, paradoxalement, tissé un réseau de solidarité entre eux, avec Charlotte au centre, plus vue comme une plaignante solitaire, mais comme quelqu'un qui avait donné voix aux préoccupations collectives.
Ce sentiment de communauté renouvelé culmina en un petit geste, mais symbolique, de remerciement. Une journée de travail communautaire dédiée à revitaliser le jardin de Charlotte, qui avait souffert de négligence pendant les mois de perturbation. Sous la douce lumière d'un soleil de fin de journée, voisins, jeunes et vieux, travaillèrent côte à côte, plantant de nouvelles fleurs et restaurant ce qui avait été endommagé. Pour Charlotte, ce jour représentait plus que la restauration de son jardin bien-aimé. Il symbolisait la rédemption d'une communauté et l'affirmation que la justice, parfois, apporte avec elle l'opportunité du pardon et du renouveau. En observant les nouvelles fleurs être plantées, elle ressentait une paix depuis longtemps oubliée, sachant que la mémoire de Stéphane, d'une certaine manière, les avait tous guidés vers une compréhension plus profonde de la valeur de l'empathie, du respect mutuel et de la force de la communauté. Le dernier chapitre du voyage de Charlotte Dubois se déroule dans une matinée tranquille, teintée des premiers rayons de soleil annonçant le début d'une nouvelle journée. Avec la communauté désormais unie et la justice restaurée, Charlotte se sentait obligée de rendre une visite spéciale, une qu'elle avait longtemps retardée, mais qui semblait maintenant essentielle pour clore un cycle de lutte et de renouveau. Elle se dirigea vers le cimetière où reposait Stéphane, son fils bien-aimé. Le chemin jusqu'à la tombe fut un voyage de réflexion, chaque pas résonnant avec les souvenirs du passé et les espoirs pour l'avenir. Face à la pierre tombale, Charlotte se permit un moment de silence, sentant la proximité de Stéphane non seulement dans la douce brise caressant son visage, mais dans tout le chemin qu'elle avait parcouru jusqu'ici. « Stéphane, mon cher fils, commença-t-elle, sa voix ferme, bien que chargée d'émotion. Je voulais que tu saches que ta force vit en moi. Ta courage et ton héritage ont été ma lumière guide à travers l'obscurité. » Des larmes se formaient dans ses yeux, mais elle souriait, reconnaissante pour cette sensation de proximité avec son fils, même dans son absence physique. « Nous l'avons fait, mon fils. Nous avons retrouvé la paix. » En laissant une petite fleur sur la tombe, Charlotte resta là encore quelques instants, enveloppée de souvenirs et d'un sentiment de gratitude profonde. En disant au revoir, elle se sentait plus légère, comme si, d'une manière ou d'une autre, elle avait reçu la bénédiction de Stéphane pour continuer, portant son amour et sa mémoire comme un bouclier contre les adversités. En rentrant chez elle, Charlotte fut accueillie par la vue de son jardin, maintenant en pleine floraison, plus beau que jamais. Les couleurs vibrantes des fleurs et le doux bourdonnement des abeilles créaient une symphonie de vie et de renouveau, un témoignage tangible de la résilience et de la capacité à renaître. Gaston, son fidèle compagnon, vint à sa rencontre, miaulant de joie, comme s'il partageait la joie silencieuse qui remplissait le cœur de Charlotte. S'asseyant sur son banc préféré, à l'ombre accueillante d'un vieil arbre, Charlotte s'offrit un moment de contemplation. Le jardin, avec sa beauté restaurée, était le reflet du propre parcours de Charlotte, marqué par des défis, mais fleurissant avec une nouvelle vie et des possibilités. Et tandis que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le jardin paisible, une douce brise semblait murmurer à travers les feuilles, apportant avec elle une présence réconfortante. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, Stéphane était là, non seulement dans la mémoire, mais aussi comme une force spirituelle, protégeant sa mère et son foyer. En ce moment, Charlotte savait que l'amour et l'héritage d'un héros persistent au-delà de la mort, guidant et éclairant le chemin de ceux qui restent, dans un cycle éternel de perte, d'amour et de renouveau.